Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode du pot pourri du lundi en modèle 3. À tout de suite. Cette session sera un peu différente des pots pourris du lundi habituels. D'habitude, j'enregistre les commentaires en live pendant que je conduis. Et cette fois-ci, j'ai pris le parti d'enregistrer une longue session de conduite et de commenter juste les parties que je trouvais intéressantes. Donc je vais dérouler le pot pourri et de temps en temps, je vais m'arrêter et je vais faire un focus sur un point de l'autopilote. Typiquement, à l'instant, je vous montre un des reproches que je fais à l'autopilote. Ici, vous pouvez le voir dans mon rétroviseur, à droite, il y a une moto qui passe. Donc on voit que l'autopilote a bien détecté au préalable la moto, mais malheureusement, la Tesla va pas automatiquement se serrer sur sa voie de gauche pour laisser passer plus simplement la moto. Ce qui fait qu'à chaque fois, je suis obligé de désactiver le mode autopilote en donnant juste un petit coup de volant. Je mets un coup de volant vers la gauche et comme ça fait trop dévier de la trajectoire, l'autopilote se désactive. En revanche, vous pouvez voir que la partie régulateur de vitesse reste activée. En dehors de ça, le bout de vidéo qu'on vient de voir vous montre que même quand on n'est pas forcément sur une voie réservée comme le périph', mais qu'on est dans une situation peut-être un peu plus urbaine, quand le trafic est congestionné, l'autopilote a encore des choses à faire. Donc là, j'ai bien dû prendre le contrôle, mais on voit qu'il y a toute une partie du parcours où je n'avais pas besoin de prendre le contrôle et ça se passait assez bien. Et même quand je prends le contrôle de direction, il reste le régulateur adaptatif qui fait bien le travail. Maintenant que je suis arrivé sur le périph', vous pouvez voir que le mode navigation autopilote s'est bien déclenché. C'était pas le cas précédemment. Je vous avais montré une première vidéo navigation autopilote où on voyait que dès qu'on arrivait sur le périph', ça se désactivait complètement. Donc là, il se trouve que peut-être qu'avec les dernières mises à jour, maintenant ça fonctionne. Donc sur le même tronçon, ça fonctionnait pas et maintenant ça fonctionne. Donc c'est une bonne chose. En revanche, quand on s'approche d'une section où, alors je pense que c'est parce qu'il y a un tunnel, mais il y a peut-être d'autres raisons, la Tesla affiche un message comme quoi dans X mètres, le mode autopilote, le mode navigation autopilote sera indisponible. Et là, typiquement, on verra que quand on sortira du tunnel, le mode navigation autopilote se remettra en route. Alors ça y est, le mode navigation autopilote s'est automatiquement désactivé et on vérifiera ce qui se passera à la fin du tunnel. Donc je vais revenir sur le cours habituel du pot pourri et je vais revenir sur une vidéo de semaine dernière où je parlais du gain d'autonomie. Alors il se trouve que c'est un gain de 10 miles qui est notifié uniquement aux États-Unis, qui accompagnait également une augmentation du prix de la Standard Range Plus. Alors juste en aparté, donc là je sors de la zone du tunnel et le mode navigation autopilote se remet en place. Là je mets un coup de clignotant à droite pour confirmer le changement de fil et là automatiquement le mode autopilote me fait sortir du périph'. Voilà. Donc juste sur cette petite session périph' en mode navigation autopilote, ça s'est très bien passé. Donc le reste de la vidéo se passera en partie en ville, à Paris, et ensuite je reprendrai le périph', puis l'autoroute. Donc pour revenir sur cette histoire de gain d'autonomie, semaine dernière il y a eu la conférence pour les actionnaires pendant laquelle Elon Musk a fait une référence à cette évolution sur l'autonomie et a expliqué que c'était dû à une optimisation côté logiciel. Il a fait une autre allusion sur le même sujet, disant que le modèle grande autonomie pourrait également connaître un gain d'environ 15 miles. Alors c'est un peu flou comment ils arrivent à faire ça. Ça mériterait d'avoir davantage de détails. Il me semble qu'un peu plus tard dans l'année, ils auront une conférence dédiée aux actionnaires, dédiée au sujet lié à l'autonomie et à la consommation. Donc à cette occasion, peut-être qu'on en saura un peu plus. Et pour continuer sur le thème de la conférence pour les actionnaires de semaine dernière, l'information majeure de cette conférence, c'était le fait que les résultats étaient bien meilleurs qu'attendus pour le trimestre écoulé. Le marché anticipait encore des pertes pour ce trimestre. Et là, Tesla a annoncé un gain. Parmi les autres sujets évoqués lors de cette conférence,
il y a eu le sujet de l'usine européenne à venir et il a été indiqué que le choix du pays devrait être connu d'ici à fin d'année 2019. Elon Musk a également fait un petit récapitulatif à propos de la conduite entièrement autonome. Il a défini 3 gros jalons. Le premier jalon, c'est la conduite autonome, typiquement du départ du garage de chez soi, du domicile, jusqu'à l'arrivée au travail, donc sur des trajets du quotidien. Donc conduite autonome avec l'attention du conducteur et a priori sans interaction, sans correction de la part du conducteur sur la majorité du trajet. Donc ça ne veut pas dire que l'autopilote sera capable de gérer toutes les situations sur votre trajet, ni en permanence, mais pendant la majorité du trajet, donc sur des trajets typiques, de domicile à travail, l'autopilote serait capable de gérer à partir du moment où vous sortez de votre emplacement de stationnement jusqu'au moment où vous arrivez sur le parking de la destination. Encore une fois, dans ce premier niveau, ce qui reste vraiment important, c'est le fait qu'il soit indispensable d'avoir l'attention du conducteur en permanence. Le deuxième niveau que se définit Tesla, c'est de faire la même chose, mais en ayant la certitude en interne niveau Tesla que ce soit possible pour le conducteur de ne pas apporter son attention en permanence. Et le troisième niveau, il le définissait comme le fait de pouvoir avoir l'approbation des régulateurs sur les différents marchés que, effectivement, il n'y a plus besoin d'attention. La première étape, donc la conduite entièrement autonome, depuis la maison jusqu'au travail sur des trajets typiques, devrait pouvoir débuter dès fin 2019. Moi, je pense que ce sera plutôt début 2020. Et ce sera d'abord en phase Early Access. Donc une poignée d'utilisateurs triés sur le volet auront accès à cette fonction de manière avancée, avant que ce soit généralisé davantage. Et ça commencera encore une fois aux USA, avant de voir qu'est-ce que nous concoctent les régulateurs côté européen. Autre sujet important qui a été partagé pendant la réunion, c'était une mise à jour à venir qui devrait comporter plusieurs volets. Le premier, c'est un gain de puissance. Il a parlé d'un mode conduite à une pédale qui ressemble à ce qui se fait sur la Nissan Leaf, le fait d'être capable d'arrêter complètement le véhicule simplement en enlevant le pied de la pédale d'accélérateur. Autre chose, il y a eu un échange rapide entre Elon Musk et Drew Baglino et à travers cet échange, ils ont indiqué qu'il y aurait une augmentation de la puissance de charge pour les Standard Range et Standard Range Plus. Donc info super importante. Autre point très important mis en avant, c'est la programmation du départ de la voiture. Cette fonctionnalité va permettre de piloter l'heure de fin de charge. Donc vous allez pouvoir dire je veux partir à telle heure et la voiture gérera le début de la charge en fonction et fera en sorte de terminer sa session de charge pendant les tarifs heure creuse. Et l'autre partie de cette fonctionnalité, c'est le fait de conditionner la température pour que ce soit pile comme vous le souhaitez au moment où vous devez partir avec votre véhicule. Et autre changement mis en avant dans le cadre de cette mise à jour à venir, c'est le mode navigation automatique vers le boulot ou la maison. Donc le matin, le navigateur GPS proposera automatiquement d'aller vers le boulot et le soir, automatiquement d'aller vers la maison. Donc belle mise à jour en perspective et ça ira bien plus loin que les fonctions de divertissement qu'on a pu avoir avec la V10. Donc c'est une très bonne nouvelle et encore une fois, le fait d'avoir une amélioration par rapport à ce qui a été vendu à la base, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et quelque chose qui n'est pas commun dans le monde de l'automobile. Vous pouvez accéder en détail au contenu de la présentation qui a été fait aux actionnaires et il y a plusieurs, retranscriptions qui sont disponibles à travers divers sites comme Teslarati, Inside EV, Clean Technica, etc. Parmi les autres news, il faut attendre une annonce officielle du pick-up de Tesla, celui qui a été teasé depuis déjà pas mal de temps
pour le mois de novembre. Donc a priori, courant novembre, on aura des infos et on aura sûrement un visuel de ce nouveau véhicule. Et a priori, c'est un des projets qui a le plus de faveur pour Elon Musk. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pick-up aux États-Unis et qu'ils doivent estimer pouvoir attaquer encore une grosse part de marché aujourd'hui totalement inexploitée par Tesla. Donc voilà, ça compte beaucoup pour eux. Après, est-ce que ça se développera aussi ailleurs dans le monde? On le verra. En dehors des actualités véhiculées à travers de la session questions-réponses aux actionnaires, je voulais parler d'une autre news que j'ai vue passer qui concerne de potentielles améliorations à venir pour l'usage de l'autopilote en Europe. Je vous en ai déjà parlé, il y a des restrictions qui sont applicables chez nous en Europe qui font que le mode autopilote et même le mode navigation autopilote sont un peu bridés, un peu limités. Aujourd'hui, le véhicule a environ 5 secondes pour compléter une manœuvre de changement de fil après avoir appuyé sur le clignotant. Dans beaucoup de cas, si vous avez des véhicules sur la voie adjacente qui ne vous laissent pas passer tout de suite, s'il y a de la circulation, s'ils vont un peu vite, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ça. Et donc, ça peut mener à annuler une manœuvre de déplacement en plein milieu. Donc le véhicule est à cheval, commence une manœuvre, mais on arrive au bout des 5 secondes et du coup, il donne un coup de volant dans l'autre sens pour se remettre sur sa voie de circulation. Il y a une recommandation qui est en train d'être défendue pour que ça passe à une quinzaine de secondes, donc ce serait beaucoup plus viable. Et il y a également une plus grande tolérance qui serait apportée pour les virages serrés. Aujourd'hui, quand on est dans un virage particulièrement serré, l'autopilote rend les armes et vous dit que c'est à vous de gérer. Et ça, c'est la régulation qu'on utilise en Europe qui veut ça. Et ça aussi, ça pourrait être assoupli. Donc c'est une super nouvelle. Il y a une vidéo de Steven Peters qui détaille bien ça en anglais. Et il avait déjà donné un lien vers une pétition pour que tous en Europe, on puisse essayer de pousser dans le sens qui nous va bien. Et d'ailleurs, Steven, dans sa vidéo, parle également d'un début de conduite, on va dire entièrement autonome. Donc le fait de pouvoir utiliser le mode navigation autopilote sans à chaque fois être obligé de confirmer les actions du véhicule, qui pourrait commencer à arriver dans la régulation en Europe au printemps 2020. Donc vraiment beaucoup d'attentes autour de ça. On verra ce que ça donne. Enfin, parmi les chaînes que je suis, je voulais partager 2 vidéos. La première vidéo que je voulais partager, c'est une vidéo de Tesla qui a fait un comparatif financier entre la Tesla Model 3 et plusieurs modèles thermiques assez prisés pour l'activité de taxi. Donc je ne vais pas déflorer le sujet, mais ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, je vois beaucoup de taxis en thermique, en hybride. Je vois très peu d'électrique. Et je pense que tous les taxis qui tomberont sur cette vidéo s'y intéresseront de près. J'espère qu'ils s'y intéresseront de près parce que voilà, il y a de très belles infos dedans. Et au-delà de l'aspect financier, il y a un aspect confort, agrément et un aspect limitation de la pollution qui est vraiment très important pour des gens qui passent leur temps à rouler en ville. Et j'ai aussi choisi cette vidéo-là parce que ça fait écho à des choses que je vois, notamment autour de moi. Là, ce week-end, des proches nous ont dit qu'ils ont choisi de passer à une 3008 en mode LOA, donc location avec option d'achat, pour un loyer mensuel d'environ 375 €. Et un peu plus tard, en rentrant chez moi, j'ai essayé de faire le calcul pour voir si une Model 3 aurait pu rentrer dans ce budget-là. Et ce que je vois, c'est que la Model 3 de base, la Standard Range Plus, qui reste un véhicule assez exceptionnel, j'en ai déjà parlé, avec un apport, donc l'apport qu'ils avaient de toute façon l'intention d'utiliser pour la 3008, et avec un crédit longue durée, ils auraient parfaitement la possibilité de se la payer, donc avec un loyer similaire. Donc j'ai vu ce premier cas-là, j'ai vu récemment d'autres personnes qui faisaient la réflexion, oui mais la Tesla elle est super chère. Quand je dis le prix et quand je donne les avantages et que j'explique les capacités de financement qui existent pour les voitures électriques, les gens se disent ah ouais, pourquoi pas. Mais ils restent encore bloqués sur le fait que voilà, c'est une Tesla, c'est une voiture électrique, c'est un marché de niche, ça coûte très cher, sans même essayer d'aller un peu plus loin.
Et je pense que ce schéma de raisonnement, il va falloir l'inverser. Et au lieu de se dire et de se convaincre pourquoi l'électrique, très rapidement, on va devoir plutôt se dire pourquoi continuer en thermique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que j'ai besoin d'un véhicule thermique? Et je pense que quand les gens vont commencer à se poser cette question-là, bah voilà, ils auront peut-être un peu plus de facilité à comprendre qu'en fait, l'électrique pour eux, c'est du tout bon, qu'ils ont vraiment beaucoup à gagner d'aller dans cette direction-là. Et à la lecture de la vidéo de Tesla, j'ai eu cette même impression donc de gens qui lui disaient ah oui mais c'est cher, c'est cher, c'est cher. Mais une fois qu'on met vraiment les données sur la table, on voit que c'est pas si cher que ça. Et la deuxième vidéo que je voulais partager, c'est celle de Choucroute Garage, qui a fait une chronique sur pourquoi c'est difficile de se lancer dans la fabrication de voitures électriques. J'ai beaucoup aimé ce format. Typiquement, je l'ai écouté sur le chemin pour le travail. J'ai peut-être environ 2 heures de route chaque jour. Et c'est vrai que ça change des podcasts, on va dire, mainstream, des podcasts de France Info, de France Inter, de je sais pas, enfin de toutes les radios officielles. Euh, et on a un son de cloche qui est un peu différent avec des anecdotes assez sympas. Donc merci à lui. Dernier sujet dont je voulais parler, c'est les superchargeurs. Ça fait un bout de temps que je vous ai pas fait un point sur l'évolution des superchargeurs parce que avec les outils du type Supercharge Info, j'ai pas vu de création de nouveaux spots de charge. En revanche, en me baladant sur le site de Tesla, j'ai repéré qu'il faisait maintenant apparaître une pastille sur Paris Intramuros pour un superchargeur à venir. Alors, il me semble que j'ai pas vu ça précédemment et que c'est assez récent ce changement. Donc, ce sera intéressant de savoir comment il s'organise. Est-ce que c'est vraiment Paris Intramuros ou est-ce que ce sera aux portes de Paris? Est-ce que ce sera un superchargeur comme ceux qu'on connaît déjà en France ou est-ce que ce sera le mode de superchargeur de ville qu'on trouve dans des villes comme New York ou autres où on a moins de puissance, c'est une puissance autour de 70-75 kW, mais ce sont des bornes beaucoup plus petites et qui du coup peuvent être mis à des endroits habituellement inaccessibles. Donc à suivre, ce sera intéressant. Entre fin 2019 et peut-être début 2020, on aura des news de ce côté. Tesla vend vraiment beaucoup de Model 3 et ils vont être obligés de mettre un gros coup d'accélérateur sur leur réseau de charge rapide.